Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, Révolution verte, comment contribuer à la formation agronomique en Afrique? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sébastien Abiss. Bonjour. Alors, directeur général du club Déméter, à ma gauche, Hamid Jafour, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, directeur ressources humaines, Maghreb et Afrique de l'Ouest, donc de Syngenta, et juste à vos côtés, Eric Manning, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des affaires internationales de Junia. La première question, Sébastien, elle est très directe. C'est vrai que l'Afrique va être au cœur des grands enjeux de demain. Oui, parce que c'est d'ores et déjà une naissance sur 3 sur la planète. C'est le seul continent qui connaît une croissance démographique considérable au cours de ce siècle. C'est une population extrêmement jeune. Et c'est évidemment un continent qui doit faire toutes les révolutions agricoles et alimentaires simultanément. Là où beaucoup de continents ont fait des progrès, des transformations, des investissements sur plusieurs décennies ou plusieurs siècles même, l'Afrique va devoir augmenter ses productions, évidemment, augmenter des productions en les laissant de manière soutenable et donc ne pas commettre les erreurs que d'autres continents ont pu commettre en termes d'intensification et d'exploitation non soutenable des ressources. On pense à des pays comme l'Inde, par exemple, pour être très clair. Oui, encore que l'Afrique s'inspire beaucoup plus de l'Inde que de la Chine aujourd'hui si on regarde objectivement les choses. Mais j'y reviendrai peut-être dans la partie débat. Et puis il y a une révolution évidemment d'utilisation d'ores et déjà du numérique, du digital. Et finalement, en fait, l'Afrique concentre ce que j'appelle l'hyper-intensification de l'agriculture. Cette hyper-intensification, c'est une hyper-intensification en savoir, en connaissance, en expérience. Et beaucoup d'expériences aujourd'hui en Afrique doivent nourrir les transitions, notamment agroécologiques en Europe. Moi, je crois que l'Europe aura beaucoup à apprendre du continent africain sur la pratique de l'agriculture avec peu de ressources et un climat compliqué. Et puis en même temps, l'Afrique, elle doit intensifier son agriculture en capital humain, parce que si elle ne le fait pas, il va falloir retrouver de l'emploi pour 1 milliard d'habitants dans d'autres secteurs que celui de l'agriculture. Et ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué. Donc en fait, il faut une agriculture africaine qui est capable d'augmenter ses volumes et en même temps qui soit lancée dans une dynamique plus forte de confiance et de sécurité, parce qu'on sait aussi que pour construire plus de développement agricole, il faut des talents humains, il faut des compétences, mais il faut un climat de confiance et il faut un cadre sécuritaire qui permette aux agricultrices et aux agriculteurs de ce continent de se projeter dans la durée et d'avoir envie d'investir comme entrepreneurs agricoles et du vivant sur ce secteur clé de la sécurité africaine en général, avec un élément, je finis par là, qui est évidemment de ne pas oublier tous les métiers qui vont être entre la production et la consommation. Et là où on sait qu'il y a un besoin considérable aujourd'hui d'investissement, mais en même temps de compétences et de talents, c'est tout ce qui est l'agro-logistique. On sait que la logistique en général fait défaut aujourd'hui un peu en Afrique. Et donc il faut aussi construire des talents qui soient et sur la production agricole et sur la sécurisation des approvisionnements vers les marchés de consommation africains. Alors, Hamid, vous connaissez bien l'Afrique. Est-ce que vous voyez des hétérogénéités, des zones différentes sur le plan agronomique, par exemple ? Effectivement, en Afrique, il n'y a pas une seule agriculture, il y a des agricultures. Notamment, vous avez au nord de l'Afrique, le Maghreb et tout le nord africain, jusqu'à l'Égypte, vous avez une région qui se caractérise avec des spécificités environnementales assez arides. Donc, il y a de la diversité en termes d'agriculture, mais cette diversité a beaucoup plus bénéficié à l'agriculture dans ces régions. Qui a donné une professionnalisation au secteur agricole qui l'a rendu beaucoup plus développé que dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi l'Afrique du Sud où il y a un développement agricole assez notoire et développé, mais il y a une prise de conscience dans les autres pays africains de la professionnalisation et de développement du secteur agricole, puisque l'Afrique n'a pas, comme elle a été mentionné, n'a pas dit encore son dernier mot en termes de développement du secteur agricole. Parce que vous dites que l'Afrique a des réels points forts sur le plan agronomique ?
Tout à fait. Hein. L'Afrique, on parle de 60% de terres érables à l'échelle planétaire qui ne sont pas forcément toutes exploitées. Aujourd'hui, il y a énormément, il y a le capital humain, il y a une jeunesse en Afrique assez énorme qui peut être au service de l'agriculture. Et voilà, il y a des ressources aussi naturelles. Dans l'Afrique subsaharienne, il y a la pluviométrie qui peut servir énormément l'agriculture. Sébastien, avis partagé sur l'hétérogénéité et à la fois sur les points forts qu'il peut y avoir? Oui, c'est-à-dire on a souvent une image un peu caricaturale de l'Afrique. D'abord, moi j'aime bien mettre un grand S à Afrique parce que c'est un continent qui compte aujourd'hui plus d'une 50aine de pays, une très grande diversité géographique. Il y a des pays où il y a beaucoup d'eau, comme l'Éthiopie. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau du tout au long de l'année. D'ailleurs, il faudrait peut-être un peu raison garder quand en France on pense qu'il y a un problème d'eau. Bon, il y a des pays en Afrique où il n'y a pas d'eau structurellement depuis des années et du 1er janvier au 31 décembre. Donc on a une situation très morcelée et à l'intérieur même des pays, on a des disparités, on le sait, colossales. Il y a un vrai sujet sur le foncier, sur le droit foncier en Afrique. Et il y a des situations, encore une fois je reviens, sécuritaires qui sont très disparates. Donc aujourd'hui, dire que le continent africain, c'est la grande promesse, demain tout ira bien, on sait que ça ne sera pas cette caricature-là. Dire que le continent africain, tout va mal, il n'y a pas d'espoir et c'est forcément dangereux et inutile de s'y intéresser, c'est absolument caricatural. Ce qu'il faut espérer demain, c'est qu'on soit en capacité d'apporter beaucoup plus d'intégration sur le continent africain, entre les secteurs, entre les pays. Il y a d'ailleurs la plus grande zone de libre-échange économique qui est en train de se mettre en place sur le continent africain. Et on sait aussi qu'il y a un énorme besoin d'appropriation sur le continent africain des propres dynamiques de développement. Ça veut dire que le rendez-vous de l'Afrique au XXIe siècle, c'est de se prendre en main davantage, évidemment d'être sur la coopération internationale, mais d'être de moins en moins dépendante de ce que les partenaires internationaux vont lui dire de faire ou pas faire. Parce que quelle a été la grande erreur dans le commentaire sur l'Afrique il y a 20-30 ans? C'est qu'on a dit à beaucoup de pays africains, ne développez pas votre agriculture, désinvestissez sur l'agriculture, misez sur les villes uniquement, les zones rurales, pas d'avenir. On voit très bien qu'on s'est trompé dans ce discours pour ces pays. Et il y a une revanche depuis 10-15 ans parce que ces pays se sont pour beaucoup réarmés d'un point de vue agricole. Et ce réarmement agricole est une bonne nouvelle pour la planète parce que l'Afrique a besoin de nourrir demain 3 fois plus d'habitants d'ici 2100 et va devoir sans doute même, ça a été dit, apporter une contribution peut-être en fin de siècle à la sécurité alimentaire mondiale. Et ça, c'est un renversement colossal sur l'espace d'un siècle. Alors, Eric, Junia est justement présent donc en Afrique de l'Ouest et aussi au Maghreb. Tout à fait. On est présent donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu au Bénin et là récemment aussi sur l'Afrique anglophone au Nigeria. Alors, vous formez les jeunes, votre spécialité c'est la formation. Quelles sont les attentes des jeunes? Donc les attentes des jeunes, je pense que c'est qu'aujourd'hui on voit que le monde change et il faut qu'on les arme avec les solutions et tout ce qu'il faut pour apporter les solutions pour le monde de demain. Donc nous, on se penche beaucoup sur tout ce qui est les transitions. On est conscient que pour le monde de demain, il y a des transitions de nourrir la planète de manière durable. Il y a la transition industrielle et numérique. Il y a la transition, qu'elle soit énergétique ou urbaine, et tout ce qui est le savoir-faire, et le savoir-vivre et la santé. Et voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment former les jeunes pour que ce soit les acteurs de demain, que ce soit des gens qui puissent voilà, changer le monde qui les attend après leur formation. Alors Sébastien, c'est vraiment intéressant parce que dans cette diversité de l'Afrique dont vous avez parlé, est-ce qu'on peut imaginer que certaines zones d'Afrique seront de véritables laboratoires, peut-être sur le plan agronomique? Est-ce que les nouvelles technologies vont avoir un effet de levier pour justement développer cette agriculture? Ce qui est intéressant, c'est en effet de voir qu'il y a tout un secteur aujourd'hui entrepreneurial africain agricole qui est très dynamique, qui est très féminin d'ailleurs, il faut le souligner. J'aime toujours à rappeler qu'aujourd'hui, une femme sur 2 en Afrique qui travaille en agriculture et que beaucoup d'entreprises aujourd'hui très innovantes sur l'agtech ou la foodtech en Afrique sont portées par des femmes. Donc les femmes sont aussi au cœur de cette révolution de sécurité alimentaire et d'optimisation des systèmes.
il y a des pays qui ont beaucoup misé sur l'innovation digitale pour apporter des solutions complémentaires aux producteurs africains. On pourrait évidemment parler du Kenya, de l'Afrique du Sud, au Nigeria, même si c'est un peu moins, au Maroc, en Égypte. Moi, je souligne souvent que depuis 20 ans, le principal apport pour un paysan africain, ça a été le téléphone. C'est ça qui fait la révolution agricole aujourd'hui en Afrique. C'est ça. Donc en fait, cet outil-là a permis aujourd'hui un développement et une modernisation de pratiques parce que accès à la connaissance, accès à l'information, accès au suivi météorologique, accès au marché, au cours. Donc ces éléments sont extrêmement importants. On sait aujourd'hui par ailleurs que le continent africain a besoin justement de s'approprier des outils technologiques qui puissent lui permettre de répondre à ces immenses équations dont on a parlé, et avec des enjeux, je l'ai dit, sur la logistique, mais ça veut dire demain les sujets de traçabilité, de sécurité sanitaire. S'il y a une zone de libre-échange sur le continent africain qui s'installe, c'est évidemment important. Et donc demain, quand on dit qu'il faut une révolution agricole en Afrique, elle n'est pas unique. Ce n'est pas qu'une question d'avoir des agriculteurs qui produisent davantage. C'est l'ensemble de la chaîne et donc des compétences. Eric. C'est ça la richesse de nos formations aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est spécialisé sur le numérique, mais on est aussi spécialisé donc, sur tout ce qui est agriculture, agroalimentaire. Et c'est justement d'apporter cette transdisciplinarité par rapport à nos formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens qu'on forme aujourd'hui pour demain aient ces solutions en main, quoi. Alors, il y a un but. Allez-y. C'est aussi une question de culture et de mentalité. En Afrique, il faut changer de mentalité dans le domaine de l'agriculture. Hein. Il faut aussi sortir de l'agriculture qui était synonyme un peu de pauvreté et de misère à un secteur qui peut apporter de la valeur ajoutée et qui peut apporter de la richesse. Hein. Et donc, ce que disait Sébastien sur le développement et sur le progrès, il y avait, moi, ça m'a rappelé une citation du feu Amadou Ba, un écrivain malien qui disait « En Afrique, quand un vieillard il meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». Ça a été juste et valable à certains moments, mais aujourd'hui, la connaissance, elle est là. On a un accès facile à la connaissance, mais il ne suffit pas juste de rester ancré sur des connaissances ancestrales, mais surtout s'orienter vers l'innovation et les nouvelles pratiques qui peuvent apporter des solutions aux enjeux écologiques et environnementaux. Eric. Je pense que c'est vrai aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est la spécificité locale aussi. Donc par exemple, nous chez Junia, on ne délivre pas uniquement nos formations en France, mais aussi au travers de nos partenaires qui se trouvent sur les pays que j'ai cités, où les étudiants démarrent leurs études sur place et avec lesquels nous, on développe notre relationnel avec nos partenaires, quoi. Hamid, vous connaissez bien le Maroc. Oui, un peu. Ce pays est un peu le reflet de la diversité. Il y a à la fois de la petite exploitation familiale et à la fois des très belles exploitations. Tout à fait. Au Maroc aujourd'hui, le secteur agricole connaît un développement incroyable. On a de très grandes exploitations qui appartiennent à des multinationales ou à des agriculteurs marocains, puisqu'on a compris justement que l'agriculture, c'est un secteur de richesse. Et du moment qu'on le fait bien et qu'on est ouvert à la connaissance, aux nouvelles technologies, nouvelles pratiques de culture et à l'innovation aussi, mais il reste aussi des petits agriculteurs qui ont un caractère un petit peu familial où la culture peine à se développer. Moi, juste à titre d'exemple, je vous viens d'une ville qui s'appelle Agadir, hein, vous connaissez, c'est dans le sud du Maroc. C'est une ville qui est par excellence agricole, qui est très belle aussi, mais qui est par excellence agricole, qui exporte énormément de produits agricoles vers l'Europe. Et c'est pas un hasard où dans cette ville il y a un campus, un deuxième campus de l'Institut agricole et vétérinaire Hassan II, un institut de formation dans les domaines de l'agriculture. Mais il y a aussi dans les milieux ruraux, on trouve des centres de formation pour les ouvriers qualifiés qui sont mis à la disponibilité des agriculteurs. Et où on en est des villes vertes justement?
Oui, tout à fait. Vous savez, les villes vertes viennent en réponse à une urgence écologique et ses enjeux. Et au Maroc, on s'oriente beaucoup plus en termes d'urbanisme vers les villes vertes qui peuvent apporter ou favoriser la création des zones végétalisées et je dirais des zones ou de refuge pour la biodiversité. Donc notamment au Maroc, il y a plusieurs villes vertes, à Ben Grir, Bouskoura, Ben Slimane. Et à Ben Grir, par exemple, c'est une région qui est à mi-chemin entre Marrakech et Agadir. Il y a une ville verte qui s'appelle Ben Grir. Et la spécificité de cette ville verte, c'est qu'elle héberge aussi l'université Mohamed VI, qui est une université d'excellence dans le domaine des sciences et d'ingénierie. Mais pas seulement, c'est aussi un hub d'innovation et de recherche au service de l'Afrique. Alors on parle enseignement, votre offre, en fait, quelle est votre offre de formation justement, adaptée à ces enjeux? Voilà, donc nous, en fait, on travaille beaucoup avec les entreprises. Donc déjà, par rapport à notre offre, c'est de répondre à leurs attentes. Nous, sur l'Afrique, ce que je disais au départ, on travaille avec des partenaires, par exemple avec Bentech sur place au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, où on forme les jeunes chez eux. Et en travaillant beaucoup avec les entreprises. Toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Sébastien, est-ce qu'il y a un véritable défi d'agroécologie? Est-ce qu'il est pris en main justement par l'Afrique aujourd'hui, cette transition agroécologique? Mais en fait, je pense qu'on se trompe royalement sur ce sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'Europe ou à la France d'expliquer à l'Afrique ce qu'est l'agroécologie. C'est l'Afrique qui est en train d'expliquer à une partie du monde comment il va falloir produire dans un monde climatiquement instable et éventuellement géopolitiquement nerveux. Ils connaissent mieux que nous cette situation. Donc en fait, sur l'agroécologie, la perspective elle n'est pas nord vers le sud. C'est là où les partages d'expériences sur les formations doivent être intelligentes. Il faut travailler avec les écoles existantes. Il faut susciter des partenariats de formation où les modules proposés ne soient pas des modules proposés par les écoles du Nord vers les écoles du Sud. Il y a plein de questions, dont l'agroécologie, dont je crois fermement que ce sera l'Afrique qui expliquera aux Européens et aux agriculteurs français comment il faut faire. Et ça, si on ne se le dit pas clairement maintenant, il ne faut pas s'étonner d'une désynchronisation des agendas politiques entre l'Afrique et l'Europe. Et ce sera le mot de conclusion de ce débat. Sébastien Abyss, merci beaucoup d'être venu ici, sur ce plateau. Ami de Jafour de même. Et Eric Manning, merci beaucoup. Et merci à vous.